La bouche sèche, la gorge rêche, les mains moites et le cœur qui tape à tout casser. C'est que vous êtes prêts pour Halloween. Salut à toi, Majid sur la poire fendue, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour de nouvelles connaissances. Juste avant de commencer, je voudrais dire un petit mot à propos du rythme de mes vidéos. Jusqu'ici, j'ai pas du tout été régulier, ça à cause du fait que j'étais étudiant et entre les cours et les stages, j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos. Mais bon, maintenant j'ai été diplômé, les cours c'est terminé et je vais donc avoir beaucoup plus de temps pour en faire. Je vous donne alors rendez-vous toutes les 2 semaines pour une nouvelle vidéo à partir de celle-là. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à commenter mes vidéos, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire, comme ça je pourrai les choisir pour en faire une vidéo. Voilà, c'est tout pour la petite parenthèse, c'est parti pour la suite. Alors, c'est bientôt Halloween, et la question de savoir d'où cette fête vient, on se l'est tous déjà posée. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la vidéo de Pour la petite histoire qui en parle très bien et que je vous mettrai en description. Mais à part ça, pourquoi Halloween? Et pourquoi les films d'horreur, histoires d'épouvante, montagnes russes? Est-ce qu'on est masochiste? Non, pas tout à fait. Si la peur est un sentiment qu'on classerait sans problème comme étant un sentiment négatif, alors on pourrait dire que c'est contradictoire de la mettre en scène pour la ressentir. Et pourtant, depuis des siècles et à travers tous les âges, c'est bien ce qu'on fait. D'ailleurs, on pourrait croire que les montagnes russes dans les parcs d'attractions est quelque chose de tout récent, alors que pas du tout, ça a été inspiré de toboggans de glace russes au XVIIe siècle, où les coureurs dévalaient les pentes à toute vitesse sur des luges. Alors sans trop rentrer dans les détails pour vous expliquer ce qu'est que la peur, eh bien c'est une réaction naturelle de l'organisme grâce à une zone du cerveau qu'on appelle amygdale. Et c'est ce sentiment qui va nous servir en quelque sorte d'alerte face à un danger imminent. Seulement ce qui nous sépare d'autres personnes, c'est l'intensité avec laquelle on va réagir à cette peur. Si je vous donne pour exemple le voyage par avion, eh bien on va avoir clairement 3 types de personnes différentes. Au moment où l'on prendra l'altitude, la première personne va se rendre compte que l'avion n'est pas sans risque et les zones de turbulence vont bien le lui rappeler. Mais bon, il saura se rassurer en se rappelant quelques statistiques qui disent que ça reste le moyen de transport le plus sûr au monde. L'autre personne, elle s'en fiche un peu des statistiques, elle pense plutôt que s'il y a un risque à ce que l'avion se crache, il n'y a pas de raison pour que ce soit pas sur elle que ça tombe. Et la troisième personne, pour elle c'est clair, faudrait la faire entrer de force pour qu'elle y soit, donc l'avion elle ne le prendra pas du tout, et puis marcher c'est mieux. Bon ok, c'est bien tout ça, mais au fond, pourquoi aime-t-on se faire peur? La sueur, la dilatation des pupilles, les tremblements, tous ces symptômes sont en fait le résultat de l'amygdale qui va nous mettre en mode fuite ou combat en libérant un bouquet explosif à base d'endorphine, de sérotonine, de dopamine et d'adrénaline. Avec tout ça, forcément, cette peur peut se transformer en plaisir. Eh bien oui, tous ces hormones libérées, à la base créées pour mieux nous défendre, sont en fait les mêmes hormones créées qui nous font ressentir un sentiment agréable. À la fin de l'expérience, on se souviendra alors encore plus du sentiment agréable qui s'en est suivi, plutôt que la peur ressentie pendant. On aura alors envie de recommencer l'expérience une 2e fois, puis une 3e, puis une 4e, jusqu'à en avoir une certaine dépendance. Dopamine. La dopamine, qui a en quelque sorte un rôle de récompense après un gros effort, procure une sensation de bien-être et à terme peut nous en rendre dépendants. Cette dépendance s'accompagne aussi de devoir repousser toujours plus loin les frontières pour pouvoir ressentir ce que l'on avait ressenti au préalable, jusqu'à parfois entraîner la mort. Une étude menée par le docteur David Zald, professeur de psychologie à l'université Vanderbilt aux États-Unis, a montré que le cerveau de certaines personnes manque de ce qu'il a appelé les freins à la libération de dopamine. Et c'est ce qui va faire qu'une personne sera plus attirée par les fortes sensations. C'est le cas de 7 membres de la famille de cet homme, dont 2 ici, qui ont fait une chute mortelle en tentant de réaliser une pyramide au-dessus du vide, sans protection. Carl Valenda, membre aussi de la famille, tentait en 1978 à Porto Rico de réaliser une acrobatie à l'âge de 73 ans, et il finit pareil. Visiblement, le plaisir ressenti par cette peur efface trop vite les aspects négatifs et force parfois à faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Et pourtant, c'est bien l'aspect de maîtrise qui va déterminer lorsqu'une peur sera synonyme de plaisir ou non, du moins l'impression de contrôle. Pour reprendre l'exemple de l'avion tout à l'heure, ce qui va différencier les 3 personnes qu'on comparait, c'est leur capacité naturelle à produire de la dopamine. Plus ils sont capables d'en produire, plus ils seront addicts aux sensations fortes et inversement. Alors la prochaine fois qu'une personne vous demande de faire quelque chose de trop risqué, demandez-lui de calmer sa dose de dopamine. D'autres personnes, comme le pédopsychiatre Stéphane Philippe, pensent que la peur permet de se sentir vivant. On entre alors dans cette situation paradoxale chez l'adulte où il devra frôler la mort pour se sentir vivant, et chez l'enfant, craindre la séparation pour se sentir en sécurité avec ses parents. En gros, c'est prendre conscience de ce que l'on a pour ainsi avoir peur de le perdre. Dans cette même logique, parce que les sociétés évoluées sont synonymes de moins en moins d'efforts physiques, eh bien les personnes vont se dépenser dans des salles de sport pour ressentir le bien-être d'après-effort. Pour la peur, c'est la même chose. Moins on la ressent, plus on aura envie de se faire une piqûre de rappel grâce à des montagnes russes ou des films d'horreur bien flippants. Un conseil si vous êtes au régime, oubliez les films romantiques et les tablettes de chocolat. Regardez plutôt un film d'horreur. Dans une interview faite à l'Huffington Post, le professeur David Zald disait que lorsqu'une personne est effrayée, elle sera pleinement consciente et donc concentrée dans l'instant en oubliant tout ce qui s'est passé hier ou tout ce qui nous attend le lendemain. Parfait donc pour changer les idées grâce à une histoire bien flippante, mais qui est au final que fictive,
pour oublier les soucis qui sont eux bien réels. Dans le même style, Mark Gaker, qui est sociologue à l'université de Pittsburgh, pense que la peur peut être utilisée pour avoir une meilleure estime et confiance en soi. On sait que le danger n'est pas réel, mais parce que le corps, lui, réagit vraiment, on en ressentira le bien-être et une meilleure confiance en soi parce qu'on aura réussi à surmonter des situations terrifiantes. La sociologue pense aussi que la peur permet de créer des liens. Et effectivement, quand on y pense, il n'y a rien de plus vrai. Que ce soit pour les films ou jeux d'horreur et les histoires effrayantes autour d'un feu de camp, ce qu'on aime toujours faire si c'est pas directement le faire entre potes, c'est d'en discuter avec eux pour partager cette peur et créer une sorte d'appartenance à un même groupe. Bon, faudrait que ce soit un groupe qui kiffe vraiment se faire flipper parce que je pense pas que tout le monde voudrait participer à ce genre d'aventure. Dans ce sens, plus les sentiments qu'on aura eu avec ce groupe seront forts, plus les liens le seront aussi. Alors même parfois jusqu'à l'attirance physique. Transfert d'excitation. Et oui, de nombreuses études ont démontré qu'après avoir eu peur ensemble, on est plus enclin à trouver une personne de son penchant attirante. Là aussi, c'est une histoire d'hormones, en particulier l'oxytocine. Bon, si on résume un petit peu, on remarque que la frontière entre peur et plaisir est vraiment fine et qu'on est parfois même dans l'incapacité de dire si ce qu'on ressent est de la peur ou du plaisir. Surtout si on a la sensation d'être en sécurité. Pour certaines personnes, regarder un film d'horreur peut être carrément amusant. Moi perso, en regardant l'exorciste, j'étais mort de rire. Voir la petite faire un 360 degrés avec sa tête ou descendre les escaliers façon Spider-Man, j'étais pas trop dedans. Alors j'ai envie de faire un petit test. Face à une situation effrayante, dites-moi en commentaire votre taux de dopamine sur une échelle de 0 à 10 qu'on rigole un petit peu. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Peace. Juste avant de se quitter, si vous aimez lire, je voulais mettre en avant ce livre qui fait partie de mes sources pour cette vidéo et que je trouve super intéressant. L'auteur est la référence en la matière et en plus des points que j'ai cités que vous pourrez lire plus en détail, vous trouverez d'autres points super intéressants à découvrir également. Ensuite, je suis aussi tombé sur cet article, ça parle aussi du même sujet, mais elle utilise d'autres arguments et se pose d'autres questions comme celle de savoir si les films d'horreur peuvent ou non nous transformer en psychopathes. Il n'y a pas du tout de fit avec cette personne, mais j'ai beaucoup aimé sa manière de traiter le sujet et c'est très rapide à lire, alors je vous le partage en vous mettant le lien dans la description. Je vous dis salut et bonne Halloween!